Bonjour, donc sur cette première table ronde qui s'intitule donc le tissu musical local, un nouvel espace à cultiver pour les bibliothèques. Donc l'idée de cette table ronde, c'est de se dire que la bibliothèque, qu'elle soit municipale, départementale, métropolitaine ou que ce soit un grand établissement, est parfaitement identifiée comme étant une structure du réseau documentaire de son territoire. C'est un peu la même chose aussi au niveau de la musique. On fait le même constat avec notamment les conservatoires, les écoles de musique, les départements de musicologie des universités. Néanmoins, par rapport à l'évolution des bibliothèques musicales actuellement, avec l'introduction de supports comme les instruments de musique, avec la diversification des actions, notamment en termes d'actions culturelles, mais également l'évolution de nos publics et puis de leur fréquentation, il semble aujourd'hui qu'un enjeu important soit aussi d'inscrire la bibliothèque musicale au sein du réseau musical de son territoire, au même titre, pour qu'elle soit vraiment identifiée comme une structure légitime sur ce réseau musical, au même titre que des labels, des salles de concert, des disquaires, des radios ou les artistes. Cet enjeu ouvre de nombreuses perspectives, mais pose également beaucoup de questions, et notamment la question de la connaissance de ces structures sur nos territoires. Quelles sont leurs missions, quelles sont leurs actions, quels sont leurs modes d'action, avant de pouvoir envisager des collaborations entre les bibliothèques et ces structures. Donc sur cette table ronde, il a été décidé d'inviter, on va dire, 3 niveaux de territoire. Le premier niveau, c'est le niveau national, avec la présence donc du CNM, le Centre national de la musique, qui est une structure malgré tout récente, qui n'a pas vraiment pu prendre son rythme de croisière, occupée qu'elle était à gérer en fait les conséquences de la crise, financière, la crise sanitaire sur la filière musicale. Donc le CNM est représenté aujourd'hui par Pierrette Béthaud, conseillère auprès de la direction générale en charge de l'action territoriale, que je remercie beaucoup parce qu'elle a un agenda quand même très, très occupé. Ensuite, le niveau régional est représenté par le RIM, qui est un réseau musique actuelle. Donc le RIM nous présentera à la fois la coopération au niveau national des différents réseaux territoriaux, mais également ses actions au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc le RIM est représenté par 2 personnes, donc Nicolas Antoine qui est le délégué territorial pour la Creuse, la Vienne et la Haute-Vienne, et Emmanuel Castel qui est chargé de commercialisation et de promotion des productions régionales. Voilà. Enfin, le dernier niveau, ça sera, on va dire, un niveau plus local, municipal, etc., avec la présence là d'un professionnel des bibliothèques musicales, puisque Pierre Broquin est référent musique à on dit la Bibli d'Antipode, c'est ça, j'ai vu ? Bibliothèque Antipode. Donc là, il représente une structure un peu particulière, qu'on peut dire hybride, une sorte de modèle nouveau, je pense, dans le monde des bibliothèques. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, puisque dans le même bâtiment cohabitent une bibliothèque, une salle de concert, une MJC. Donc Pierre Broquin nous présentera ce projet qui a ouvert depuis quelques semaines, et puis nous présentera le projet et puis peut-être les premières actions conjointement menées entre les 3 entités de cette structure. Donc, Pierrette, je vous laisse du coup commencer. Bonjour, tout d'abord merci pour cette invitation parce que c'est très important pour nous qu'on ait l'occasion comme ça de présenter ce nouvel établissement qui reste effectivement nouveau, parce que comme vous l'avez dit, on a été créé au 1er janvier 2020, mais il y a eu quelques petites perturbations ces 2 dernières années. Voilà, donc merci de me donner l'occasion de présenter. Donc mon objectif, c'est vous raconter un petit peu la courte histoire du CNM, parce que je crois pas, mais j'aurais plaisir à ce que vous me contredisiez, mais je ne crois pas qu'on ait encore beaucoup d'habitude de travail avec les bibliothèques musicales. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion de démarrer ces futurs échanges. Donc comme je vous le disais, le CNM il a été créé par une loi du 30 octobre 2019 et est devenu opérationnel au 1er janvier 2020. C'est un établissement en fait, qui s'est construit sur le regroupement de plusieurs structures
qui sont faites, cette fusion elle s'est faite un petit peu dans le temps parce que, encore une fois, juste au moment où on s'est créé, la crise sanitaire est apparue et nous a emmenés sur des voies autres, en tout cas nous a conduit à mettre en place des systèmes d'urgence pour accompagner le secteur. Donc on s'est créé sur la base de 5 structures que vous connaissez peut-être aussi. La première, c'est le Centre national de la chanson, de la musique et du jazz, donc, qui était un établissement public qui existait et qui avait pour vocation de soutenir le spectacle vivant. On a regroupé l'IRMA, qui était un centre d'information, le Bureau Export, dont la vocation, qui était une association dont la vocation était d'accompagner l'export de la musique française à l'étranger. On a regroupé le FCM, qui était le Fonds pour la création musicale, et le CALIF, qui avait pour vocation d'accompagner les disquaires. Donc ce nouvel établissement public, c'est un établissement, c'est un EPIC, donc un établissement public sous tutelle du ministère de la Culture, a pour vocation de soutenir l'ensemble du secteur professionnel dans toutes ses pratiques et dans toutes ses composantes. C'est ce que dit la loi. Je vais détailler, effectivement, la loi lui donne aussi 12 missions sur lesquelles je vais revenir, peut-être un peu sur l'identité de l'établissement, pour vous dire que ces instances de gouvernance sont composées d'un conseil d'administration, dans lequel il y a effectivement beaucoup des représentants de l'État, des représentants des établissements publics, des personnalités qualifiées et ce qu'on appelle les OGC, SACEM, ADAMI, SPEDIDAM, SCPP, SPPL, j'oublie personne, et puis des représentants des salariés du CNM. Mais je fais juste une petite parenthèse sur le CA du CNM, parce que au sein du CA, il y a la Bibliothèque nationale de France qui est membre du conseil d'administration. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour vous dire que, et je reviendrai aussi là-dessus pour vous dire que effectivement, on n'est quand même pas bien loin, même si on se connaît pas bien. Ce conseil d'administration, c'est important aussi. Il travaille avec un conseil professionnel qui est vraiment une instance. C'est pas un bureau de CA, mais c'est une instance qui réunit tous les professionnels, toutes les composantes de la filière, pour travailler en amont, préparer les travaux, concerter, puisque dans la loi aussi, et c'est important aussi, la loi oblige le CNM à un travail de concertation permanent avec toutes les composantes de la filière. Donc aujourd'hui, le CNM, c'est plus que l'addition des missions des cinq structures qui l'ont constitué. Ça va au-delà de ça. Alors, il y a on a pu faire, ce qui est encore de l'ordre des objectifs. On a passé effectivement ces 2 années à gérer des dispositifs d'intervention avec beaucoup de millions à la clé, beaucoup de dossiers, beaucoup de présence une présence virtuelle un peu partout pour que cette filière de la musique soit accompagnée au mieux possible pour traverser la période. Et on s'en réjouit un peu aujourd'hui parce que finalement on constate que même s'il y a encore du chemin à faire et de l'accompagnement, mais on constate qu'il y a eu très peu de faillites, très peu de défaillances. Donc voilà, on a encore besoin évidemment de faire de pas dire que la page est tournée, mais en tout cas cette première phase très critique, on a pu la passer sans trop de catastrophes. Donc bien sûr, on est un établissement public, donc tout à l'heure il y a eu une intervention de la DRAC pour faire aussi le lien avec le sujet qui est musique et territoire. En tant qu'établissement public, on est un opérateur de l'État et effectivement, quand on travaille sur un territoire, on travaille beaucoup avec les DRAC en lien étroit. Je reviendrai aussi sur les questions
de concertation, parce que sont à côté de moi le RIM avec qui on travaille très étroitement quand on parle des sujets de Nouvelle-Aquitaine. Donc je voulais vous dire les 12 missions du CNM. Je vais essayer de faire vite parce que l'idée aussi c'est que vous ayez le temps de me poser des questions, mais je voudrais vous faire un petit peu un panorama complet. Donc la première des missions, c'est d'accompagner la diversité. Donc la diversité, ça veut dire la diversité des esthétiques, parce que quand on dit centre de la musique, c'est de toutes les musiques. Voilà, toutes les musiques, hein, sans exception. Et quand je dis aussi esthétique, j'en profite pour dire aussi que le périmètre du CNM, même si on s'appelle que Centre national de la musique, va au-delà de la musique, puisque dans notre périmètre d'intervention, il y a le champ des variétés. Alors le mot variété est défini par un décret en lien avec la taxe. Enfin bref, je ne vais pas être essayer de ne pas être trop rébarbative, mais dans ce domaine-là, on parle d'humour notamment, donc ce qui est les one-man shows et les one-woman shows sont dans le champ du CNM, comme les cabarets par exemple, donc auxquels on pense un peu moins, mais comme certaines formes de cirque. Ou comme aussi, oui, certaines formes de spectacles plus visuels que purement musicaux. Donc c'est la diversité des esthétiques, c'est la diversité des modèles économiques aussi. Hein. Au CNM, on soutient aussi bien une toute petite association, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, qui peut être locale, que aussi des projets de grands groupes. Voilà, je citerai personne non plus. Comme ça, et il y a un sujet aussi dans la diversité qui nous préoccupe, qui nous tient à cœur, c'est la question de l'égalité femmes-hommes. Donc j'ai une de mes collègues qui travaille sur ce point-là, et le CNM là-dessus, malgré le contexte, depuis 2 ans, on s'est engagé fortement sur cette voie-là, avec une charte, quand on dépose un dossier, une obligation de suivre une formation, enfin voilà, tout un travail là-dessus. Une des autres missions du CNM, c'est la connaissance. On a au sein du CNM une direction des études et l'observation. Et notre objectif, c'est effectivement de mener un certain nombre d'études pour améliorer la connaissance du secteur et aussi pour permettre parfois de la prospective. Donc on mène des études. Là, plus récemment, évidemment, c'était la question de l'état de santé de la filière, mais en 2021, on a aussi mené une étude sur l'impact du passage à l'user-centric, donc ces sujets comme ça, un petit peu de rémunération. Bon, il y a beaucoup de sujets, il y a des sujets sur l'observation, la diversité sur les radios ou la télé, par exemple. Enfin voilà, on a ce travail de connaissance, on a aussi ce travail qu'on peut mener parce qu'on a énormément de dossiers qui nous arrivent, donc ça nous permet aussi de réaliser un certain nombre d'études un peu plus spécifiques par rapport aux éléments qu'on a, et puis aussi parce que on a des données qui nous viennent du fait qu'on collecte la taxe sur les spectacles, mais j'y reviendrai aussi après. Un autre sujet qui est important dans cette question de la connaissance, c'est la valorisation du patrimoine. Alors là, c'est des missions où on a juste commencé à amorcer des choses, mais le champ est vaste. Mais en tout cas, sachez que la valorisation du patrimoine est un sujet et une des missions du CNM. Là, récemment, on a collaboré sur une exposition à Paris qui va tourner, une exposition qui s'est déroulée au CNAM et qui va tourner. Autre des missions, et je dirais presque celle qui aujourd'hui, en tout cas financièrement, nous occupe le plus, c'est la question de la création. Donc là, il s'agit de tous les dispositifs en fait d'aide
du CNM, donc ce soutien à soutenir l'écriture, soutenir la production phonographique, soutenir la production de spectacles, soutenir les disquaires, les labels, tous les métiers de cette filière peuvent bénéficier d'une aide du CNM, en tout cas d'une aide financière. Autre sujet, c'est l'innovation. Là aussi, on a une mission de veille et de soutien. On a créé en milieu de l'année dernière une aide à l'innovation. Donc là aussi, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les structures face aux mutations qui s'opèrent, de pouvoir les accompagner financièrement, et je reviendrai aussi sur les formes d'accompagnement que propose le CNM, et en tout cas d'avoir cette préoccupation-là. L'Institut international, c'est une mission très importante qui a été un petit peu mise entre parenthèses, j'avoue, là, depuis 2 ans, mais très importante, et qui, dont notre objectif, c'est évidemment de développer, de permettre le développement international des artistes de production française. Je dis ça parce que ça veut dire que c'est pas forcément des artistes français, mais en tout cas c'est des artistes de production française accompagnés par des professionnels en France. On fait donc des aides financières, on monte aussi des opérations un petit peu spéciales d'échanges avec des pays sur des camps d'écriture, par exemple, qu'on monte en Pologne récemment. Donc des échanges comme ça, on peut être partie prenante, organisateur, initiateur de ce type d'initiative, de ce type d'opération. On participe évidemment à de nombreux salons professionnels à vocation de faire rayonner, je dirais, faire connaître la musique de production française. Et puis enfin, dans ce domaine-là aussi, on mène des études de marché, des études qui permettent de connaître comment fonctionne, qui sont la musique dans tel ou tel pays, qui sont les opérateurs, voilà, tout ce genre de choses. J'enchaîne en disant que j'ai beaucoup parlé d'études et d'observations. On a aussi donc une mission d'information, donc c'est aussi à travers un métier d'édition, d'éditeur, donc d'accompagner la réalisation d'ouvrages pour permettre cette diffusion de la connaissance. Et puis aussi, on a un rôle de conseil qui est très fort, qui est là, puisque on a des temps conseils qui sont dédiés avec des personnes qui font ça à temps plein, de renseigner, que ça soit quelqu'un qui ne connaisse rien du tout à la musique, qui veut se lancer, que ce soit un jeune artiste, quelqu'un qui veut monter son label, enfin voilà. Donc ce rôle de conseil qui est important, qui s'accompagne aussi de formation. On a plus de 40 modules de formation qui existent. On a mené en fin d'année dernière, on a amorcé une réflexion sur justement, avec les professionnels de la formation, comment faire évoluer cette offre de formation pour répondre aux mutations du secteur, à toutes les transformations qui sont en train de s'opérer. Et puis on a cette capacité à monter des formations sur mesure. Là par exemple, il y a 2 semaines, on a monté une formation à Mayotte parce qu'on s'est aperçu que on parle de territoire et ça a très bien été dit tout à l'heure, hein, chaque territoire a ses spécificités et on est très attaché à travailler avec les spécificités locales et à répondre aux besoins des acteurs de la musique au niveau local. Donc voilà, à Mayotte, on a monté une formation très particulière, parce qu'ils en sont vraiment au tout début de la professionnalisation, pour qu'ils puissent aussi se former à ça, à ces métiers et à la complexité de ces métiers. Donc tout ça pour dire oui qu'on peut tout à fait s'adapter et proposer des formations.
Dans les sujets transversaux qui nous tiennent à cœur, il y a aussi la question de l'environnement, et ça c'est un sujet qui est à la fois identifié en tant que tel, avec des réflexions sur comment l'établissement public peut mener une politique dans ce sens-là, et surtout, hein, vraiment, je le dis souvent, mais je le répète, mais c'est vraiment notre mission, c'est d'accompagner les acteurs. Donc comment on peut aussi accompagner chaque acteur de la musique dans ces transformations liées à l'environnement. On a aussi un travail autour de l'EAC. Alors c'est aussi quelque chose qui a été dans la situation d'urgence mis un petit peu de côté, mais ça peut rejoindre, je pense, des préoccupations que vous pouvez avoir. En tout cas, comment le CNM, même s'il y a déjà beaucoup d'acteurs, beaucoup de choses, beaucoup de financements qui sont faits sur ce sujet-là, mais quel rôle peut avoir le CNM, et ça, c'est aussi des sujets qui sont encore en cours de réflexion et sur lesquels on pourrait avoir aussi des échanges, je pense, intéressants et complémentaires. Et puis enfin, le dernier, the last but not the least, les territoires. C'est aussi identifié comme tel. Les territoires sont un sujet dont on parle le CNM. Alors là, je pourrais vous en parler très longtemps, puisque c'est le sujet que je suis de près au quotidien. Donc, et sur ce domaine-là, en fait, on monte des partenariats avec des collectivités locales et des réseaux régionaux ou des agences régionales pour travailler cette question notamment de la filière, de qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour accompagner la filière. À l'origine, cette volonté d'intervenir sur les territoires était liée au fait qu'on est un établissement national sans représentation régionale, même si on essaie de beaucoup se déplacer, mais on est quand même un établissement national, je fais un lapsus, un établissement national avec des dispositifs nationaux qui ont des critères notamment de professionnalisation assez exigeants. Et on s'est aperçu que finalement, il y avait tout un tas d'acteurs de la musique qui ne s'adressaient pas à nous parce qu'on était vus un peu comme des Parisiens, parce que nos dispositifs leur paraissaient extrêmement complexes, ou parce que, effectivement, ils ne pouvaient pas répondre aux critères du fait de là où ils en étaient dans leur histoire de développement. Donc on a beaucoup travaillé... Alors, avec la Nouvelle-Aquitaine, hein, je vais prendre cet exemple-là parce qu'ils sont à côté de moi, mais voilà, on a mené tout un travail de réflexion, de discussion, de négociation qui date maintenant de plusieurs années, qui a été repris par le CNM. Et donc, on a signé, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, un contrat de filière dont le but est, et ça aussi c'est très important, c'est presque même le premier but, c'était d'abord de discuter avec les collectivités, avec les réseaux et agences, de discuter de ce que chacun faisait, pour mieux savoir comment on intervenait et arriver à définir en fait ensemble une politique publique. Même si ce qu'on fait ensemble n'est pas la seule politique publique, mais une partie de la politique publique. Et ça, c'était, je pense, très, très, très enrichissant. Évidemment, ça a donné naissance, on pourra y revenir si ça vous intéresse, à un tas de dispositifs, d'aide, de modalités d'intervention, autres que de l'aide financière directe, mais encore une fois par des moyens d'accompagnement de cette filière. 2 minutes, alors 2 minutes, pardon, j'avais dit que je ne parlerais pas 20 minutes, mais en fait je suis trop bavarde, je ne me rends pas compte. Juste en 2 minutes, 1 minute pour vous dire, vous l'avez bien compris, que les modalités d'intervention du CNM ne sont pas que l'aide financière, même si on a en 2020 dépensé plus de 100 millions d'euros, distribué à 222 structures pour plus de 4000 projets dans près de 1000 implantations en France. Donc voilà, c'est vrai que jusqu'à présent c'est l'action qui a été la plus visible, mais j'insiste sur le fait que c'est pas notre seule intervention, comme vous l'avez compris, on peut faire des formations, on peut faire du conseil, on a ce rôle d'information, hein, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui auprès de vous, et puis aussi de concertation et de travailler en partenariat. Une dernière minute pour vous dire que
Le mode de financement de l'établissement, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, a été beaucoup des financements venus de l'État pour tous ces fonds de secours, d'urgence, de relance, et j'en passe, c'est des meilleurs, mais que le principal financement de l'établissement, avant la pandémie, était la taxe sur les spectacles de variété. On collectait 35 millions d'euros par an sur donc, une taxe qui est prélevée sur la billetterie de spectacle. Cette taxe a été mise entre parenthèses le temps de la pandémie, là ça redémarre, mais c'est une mission importante aussi de l'établissement. J'en profite pour dire aussi que, bien sûr, là on travaille sur les enjeux 2023 dès à présent, et notamment sur les enjeux de financement. Il y a le financement des OGC qui contribuait auparavant au financement des structures préexistantes au CNM. Vous avez compris qu'on a été pris dans une tourmente qui est celle de la crise sanitaire, qu'on a été pris dans la tourmente de la fusion, parce que c'est pas simple de fusionner, et que par-dessus ça, c'est ajouter les problématiques de financement, enfin des questions des droits d'auteur, qui sont venues complexifier la situation des OGC. Donc on est à ce moment-là de notre histoire, et que de nouvelles pages vont s'ouvrir, et donc il y a encore, elles sont à écrire et elles sont nombreuses, et que j'espère bien qu'on pourra en écrire un petit bout avec vous. Merci, donc ça ressemble à un appel, quasiment. Je passe la parole à Nicolas Antoine pour le RIM. Oui, donc RIM, ça veut dire Réseau des indépendants de la musique. Et avant de faire un focus particulier sur le RIM, je vais déjà vous parler des pôles réseaux régionaux musique actuelle de manière un peu générale, parce que certes on est ici à Limoges en Nouvelle-Aquitaine, mais on a des homologues un peu partout en France, et vous justement vous venez d'un peu partout en France. Donc il y a aujourd'hui sur chaque région de France un historique de structuration plus ou moins récent, dans certaines régions, par exemple en région Centre-Val de Loire, la Fracama a plus de 20 ans aujourd'hui. On a d'autres régions comme la Bretagne ou la Bourgogne-Franche-Comté, où la structuration en réseau régional est beaucoup plus récente. Mais aujourd'hui, on arrive à cette carte qui s'est stabilisée les 5 dernières années, notamment suite aux fusions de régions, parce qu'avant, il y avait des réseaux préexistants sur des régions plus petites, mais qui ont souvent fusionné ensemble. C'est le cas notamment en Nouvelle-Aquitaine, pour donner naissance à cette cartographie que vous avez sous les yeux. Alors je ne vais pas citer tous les réseaux régionaux, mais je pense que vous pouvez retrouver assez facilement qui peut être votre interlocuteur de proximité. Voilà, c'est valable sur la métropole, c'est aussi valable sur la petite tâche dans la Méditerranée, c'est nos collègues de la Réunion par exemple. Après sur les Antilles, on a à ma connaissance aujourd'hui pas forcément de structure équivalente. Ces réseaux et pôles régionaux ont aussi une coopération entre eux, c'est-à-dire que dans 2 semaines, on va aussi se retrouver, nous, en congrès, un peu comme vous, pour échanger sur ce que chacun fait dans ces régions, parce qu'on a des activités, au final, souvent proches, ou des modalités d'action qui se recoupent selon les régions. Encore des généralités là qui valent pour tous les réseaux musique actuelle de France, en tout cas régionaux, c'est le fait d'avoir une typologie d'adhérents aux activités très diversifiées, c'est-à-dire qu'on peut, dans un réseau comme le RIM, retrouver quasi tous les métiers de la filière musicale. Ça va du spectacle vivant, pour ceux qui sont souvent les plus visibles, les lieux de diffusion, les festivals, ou des métiers un peu plus des coulisses, comme les productions de tournée. Bien sûr, pour ce qui vous intéresse, vous, beaucoup en tant que discothécaire, le fait d'avoir des structures qui sont du ressort de la musique enregistrée. Donc au RIM, par exemple, on a plusieurs dizaines de labels adhérents au réseau. Voilà, des structures aussi plus sur l'édition, la gestion des droits d'auteur ou la musique à l'image.
Beaucoup de structures également qui œuvrent dans le champ de ce qu'on va appeler la transmission, c'est-à-dire des écoles de musique, ça peut être des centres de formation ou des studios de répétition, des lieux de pratique. Également des médias, des radios, des fanzines, des webzines, voilà. Des médias spécialisés ou avec une identité musicale très forte. Cette structure, cette typologie d'adhérents, elle peut aussi avoir une diversité de formes juridiques importante, même si dans notre secteur et parmi les adhérents, par exemple d'un réseau comme le nôtre, le statut associatif reste majoritaire. On a aussi, et c'est notamment le cas pour les labels, beaucoup de SARL ou des statuts un peu plus particuliers, type EPIC, etc., parmi nos adhérents. Le nombre d'adhérents par réseau régional est là aussi très varié, la taille des régions est différente, les histoires sont un peu différentes, le périmètre est parfois un petit peu différent, notamment sur les formes juridiques acceptées ou pas au sein du réseau, mais on va en gros de quelques dizaines d'adhérents pour certaines régions à beaucoup plus. Aujourd'hui sur la Nouvelle-Aquitaine, qui est une des plus grandes régions de France, on a plus de 200 adhérents au sein du RIM. Voilà. Ces réseaux régionaux, là encore tous, le RIM ou d'autres en France, ont des échanges et partenariats avec une multitude de parties prenantes en région. Alors là je vais aller assez vite, mais c'est un peu un inventaire à la Prévert. On a bien sûr des relations avec des institutions, sociétés civiles, voilà le CNM avec qui on échange très régulièrement, les services déconcentrés de l'État en région, DRAC, mais pas forcément que la DRAC, les différents niveaux de collectivités locales, des agences culturelles, sur d'autres champs culturels que le nôtre, d'autres réseaux culturels régionaux. Nous, on a des liens très forts avec le réseau des librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine. Emmanuel vous en parlera juste après. On a aussi des liens et des actions qui se destinent aux structures et acteurs musique actuels qui ne sont pas forcément adhérents de nos réseaux, parce qu'on est financé assez largement par les pouvoirs publics, donc on a une fonction d'intérêt général au-delà de nos adhérents. Et on est en lien avec d'autres acteurs, réseaux de l'économie sociale et solidaire, ou encore des commerces de proximité, et là aussi Emmanuel vous en parlera plus largement. Voilà, ici juste une représentation finalement de ce que ça peut donner pour le RIM. On avait essayé de représenter graphiquement finalement toutes les parties prenantes ou entités avec lesquelles notre réseau pouvait être en relation au sein de son écosystème. J'ai mis un petit extrait des statuts du RIM parce que c'est ce qui résume au final le mieux pourquoi on est là. Le réseau des indépendants de la musique a pour objet de créer un écosystème favorable à un développement durable, équitable, coopératif et solidaire des musiques actuelles en région Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai laissé cette petite phrase qui suivait, ceci afin d'accompagner et de renforcer les objectifs de progression des droits culturels des personnes portés par ses adhérents et partenaires. Alors on n'aura pas forcément le temps d'expliciter tout ce qui sous-tend derrière cette notion de droit culturel qui est de plus en plus usité et visible, y compris dans les médias, etc. Mais je pense que c'est là où on se retrouve avec vous, bibliothécaires musicaux, c'est que je pense que vous avez chacun un cœur dans vos médiathèques, bibliothèques, de faire progresser les droits culturels des personnes qui fréquentent vos lieux. Là, c'est de manière très résumée en schéma et je ne vais pas forcément le détailler non plus parce que les actions d'un réseau comme le RIM qui compte 200 adhérents, une quinzaine de salariés et qui agit sur 13 départements sont très variées. Beaucoup d'actions qu'on mène ont un intérêt assez limité par rapport à vos activités à vous. Simplement, voilà, on va dire, on a une vie associative, on organise des temps de rassemblement de nos adhérents, comme vous le faites là au sein de la CIM. On a des groupes de travail par métier, c'est-à-dire qu'on va faire des temps de rencontre entre les labels de la région, entre les festivals de la région. On va avoir des axes plus transversaux, par exemple le fait de faire progresser nos adhérents au niveau du numérique, par exemple par l'usage d'outils issus du numérique libre, ou de les faire avancer aussi sur les pratiques responsables, le développement durable, la prise en compte de l'environnement. Et aussi un volet très fort qui est en bas là autour de la co-construction des politiques publiques, donc ça se transcrit notamment par des partenariats type contrat de filière,
qu'évoquait Pierrette juste avant. Alors je précise, donc ça c'est la représentation schématique du projet associatif du RIM. Bien sûr, c'est un réseau régional parmi d'autres, c'est-à-dire que le RIM fait tout ça, mais il fait aussi pas forcément d'autres choses que font d'autres réseaux régionaux. Par exemple, nous, contrairement à d'autres, on ne gère pas de dispositif d'accompagnement des artistes en tant que tel. On a une activité plutôt centrée vers l'accompagnement des structures. Et là où d'autres réseaux régionaux vont s'emparer de ce champ-là et peut-être pas forcément faire de ce que nous on fait ici en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, chacun a aussi des missions un peu propres. Voilà, ça c'est aussi une diapo où je fais un rapide inventaire à l'après-vert de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec vous qui êtes dans la salle. De manière générale, tous les pôles réseaux peuvent assurer une fonction de ressources. Voilà, on a tous à minima la liste de nos adhérents, voire des études beaucoup plus poussées sur nos régions, des acteurs, des structures qui existent, y compris les plus invisibles. C'est souvent facile de voir qu'il y a un festival ou une salle de spectacle qui existe dans sa ville. C'est peut-être plus difficile d'identifier qu'il y a un label dans la rue d'à côté, parce qu'un label c'est juste des bureaux et pas forcément très visible localement. Voilà, donc cette fonction de mise en relation, elle est importante. Le champ des actions possibles, alors là, je pense que je ne vais pas trop m'étendre parce que je pense que beaucoup d'entre vous mettent déjà en place plein de choses de ce type-là. La mise en avant des productions régionales locales, la valorisation de sélections discographiques autour d'artistes ou programmation d'une salle festival, des rencontres avec des artistes, des showcases, voire des concerts si le lieu s'y prête. Pourquoi pas de la sensibilisation au métier de la musique avec la rencontre avec le patron d'un label ou des choses comme ça. Je l'ai déjà vu faire. Des conférences ou diffusion de films documentaires autour d'un artiste, d'un courant musical, voire d'une thématique plus large, par exemple le son. La place des femmes dans la musique, voilà un sujet fortement mis en avant ces derniers temps. L'accueil d'expositions, la participation à des projets de coopération. Voilà, on a un appel à projet dans le cadre du contrat de filière ici, qui est d'ailleurs en cours actuellement, qui s'appelle coopération professionnelle. On peut tout à fait imaginer qu'une médiathèque soit une partie prenante d'un dépôt de dossier en lien avec une salle ou un label de son territoire et qu'elle bénéficie par ce biais-là de financement pour mener des actions en lien avec ces acteurs-là. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à venir nous en parler si ça vous intéresse. Et plein d'autres actions déjà existantes, je n'en doute pas, ou à inventer. Alors là, c'est juste rapidement quelques exemples illustrés. Bon, c'est très local, mais c'était dans le cadre du festival Éclat d'Émail, qui je crois sera présent en début d'après-midi demain. Une projection d'un documentaire autour du jazz, voilà, qui a été faite en novembre dernier, ici, justement à la BFM de Limoges. Donc ça, c'est sur le site de la BFM, et inversement sur le site du festival Éclat d'Émail, une programmation d'un des concerts du festival à la BFM de Laurence, donc une entité de la BFM sur le territoire. Et ça, je crois que ça sera aussi présent demain, donc c'est un petit teasing de demain après-midi. Il me semble que l'expo sera également présentée par notre adhérent Hiero. C'est une exposition qui s'appelle phonographe.mp3, qui fait le lien entre l'histoire de la musique et la prévention des risques auditifs, et voilà, qu'on diffuse un peu partout en région et qui a même été dupliqué en Hauts-de-France. Et alors ça, c'est juste une petite photo aussi que j'ai pris parce que je suis originaire des Vosges, et voilà, j'ai apprécié de voir que 7-8 ans après mon départ de là-bas, cette initiative existait toujours. C'est dans un lieu qui s'appelle la Souris Verte, qui est la SMAC d'Épinal. La sélection musicale avant, après les concerts dans le bar de la salle de concert est concoctée par les bibliothécaires musicaux de la BMI d'Épinal. Voilà. Et j'étais content de voir il y a quelques jours que cette initiative avait perduré dans le temps. Et je vais laisser la parole à mon collègue Manu pour le rayon du RIM. Merci, chers collègues. Cyril, encore merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Et puis surtout, merci à vous d'être venus en nombre sur cet atelier. C'est vraiment sympa à voir. Donc, moi, du coup, je suis en charge de la promotion des œuvres produites donc en Nouvelle-Aquitaine.
Donc aujourd'hui, c'est un réseau de distribution donc physique, hein, clairement, composé donc de différentes typologies de points de vente, comme vous pouvez le voir sur la cartographie. Donc l'idée, c'est de couvrir donc tout le territoire dans un système qu'on appelle circuit court, hein, clairement, avec très très peu d'intermédiaires, avec encore une fois donc l'idée vraiment de valoriser les œuvres dites indépendantes. À savoir que indépendant ne arrive pas avec mauvaise qualité. Le réseau est constitué donc de labels aujourd'hui qui rayonnent bon, à l'échelle nationale mais aussi internationale. Donc avec encore une fois l'idée de rayonner un maximum sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui vous le voyez, il y a 33 partenaires points de vente actuellement sur le réseau, donc qui sont composés donc de libraires, de disquaires, de cafés associatifs, un restaurant. Plus récemment de salles de concert, mais demain, pourquoi pas ne pas imaginer des collaborations avec des offices du tourisme, des médiathèques notamment, des bibliothèques musicales, etc., des stations-service, enfin le choix des possibles, enfin, c'est vraiment très très large. Aujourd'hui, comment se caractérise cette tournée de distribution? Elle se passe de manière très simple, c'est une tournée donc, à 2 moments clés dans l'année, qui en général est avril-mai, donc le printemps, et ensuite l'automne, parce qu'à ce moment-là, c'est les sorties donc disques des artistes, donc c'est ces moments clés dont on saisit pour aller distribuer les disques. À savoir que depuis 1 an et demi, 2 ans, ce n'est plus trop la réalité, il y a eu de gros problèmes d'approvisionnement, de stock, de matières premières, etc. Je vous passe tous les détails. Aujourd'hui, les sorties se font au compte-gouttes. Il va y avoir un bouchon énorme sur les futures sorties à venir, ce qui fait que clairement... c'est pas interdit que les tournées à l'avenir soient faites de manière un peu différente, plus diluées sur l'année qu'à 2 moments clés, clairement. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Je vais me lever parce que, afin d'identifier correctement donc, les œuvres produites par nos artistes et donc nos labels adhérents, nous avons créé donc une boîte éco-responsable. Donc c'est une version 1 qui a été déployée sur 33 points de vente aujourd'hui. C'est une version 1 parce qu'on réfléchit à une version 2 qui sera encore, qui mettra encore plus en valeur les disques. Mais enfin, en tout cas, l'idée c'était de créer une boîte identifiable éco-responsable. Celle-là, c'est celle dont on se sert pour nos différentes manifestations. Donc, nous en voulez pas. On a été tagué au noir avec du doré, etc. C'est beaucoup moins éco-responsable, mais les modèles qui sont en boutique sont vraiment très simples. Et bien, ils se présentent comme ceci par ailleurs. L'idée avec ce petit bac, c'était aussi de pouvoir donner la possibilité à la clientèle de nos partenaires d'identifier plus simplement aussi le réseau et les œuvres qui figurent au sein du bac. C'est pourquoi on a créé un espèce de petit QR code ici qui fonctionne très bien. Vous pouvez le flasher, vous arrivez directement sur le rayon, donc sur le site du rayon pour le coup. Et l'idée là-dessus, c'est de retrouver donc les différentes sorties de disques, les partenaires points de vente et aussi des focus sur nos partenaires qu'on met en valeur à ce moment-là, mais aussi des focus sur les métiers autour de la musique, etc. Aujourd'hui, moi en ce qui me concerne, c'est plutôt compliqué de travailler avec les médiathèques parce que jusqu'à présent, on m'avait toujours expliqué que les médiathèques répondaient à des appels d'offres. Donc je ne pouvais pas travailler en direct avec ces médiathèques-là. Alors pour vous donner un exemple, si je devais alimenter la médiathèque de Mérignac, qui est située à 3 km de mon lieu de travail, il faut que je l'envoie au GAM Annecy, qui redistribue à la médiathèque de Mérignac, donc je vous laisse imaginer à quel point c'est intelligent et intéressant. Ceci dit, il y a des possibilités de faire différemment. C'est dommage, Mickaël, je te ferais bien intervenir pour le coup, mais il y a des possibilités, notamment en travaillant avec des disquaires. Mais on en reparlera plus tard si vous voulez. L'idée c'est que je fasse vite quand même pour qu'il y ait vraiment un temps d'échange entre nous. Quoi vous dire d'autre sur le rayon? Clairement, pour les libraires notamment, je pense à eux, l'idée c'était d'étoffer leurs propositions en fait. Et d'amener aussi un nouveau type de clientèle dans leur point de vente. Pour l'instant, ça fonctionne énormément. Clairement, il y a de plus en plus de musiciens qui viennent du coup dans la librairie, mais qui viennent pas seulement acheter des disques, mais qui viennent aussi acheter des livres, hein, etc. Nous, notre souci, c'est d'arriver toujours à essayer de tisser un lien entre le livre et le disque. Il y a des choses qui sont imaginables, qui seront envisageables, notamment pourquoi pas envisager un jour de faire intervenir, par exemple, un musicien donc en showcase, par exemple, dans un point de vente, mais qui expliquerait quelles ont été ses lectures
pendant la conception de l'album, ou ce genre de choses-là. Il y a vraiment des liens à faire, hyper intéressants, il faut qu'on y travaille, il faut qu'on y réfléchisse ensemble. Je vais pas prendre la parole plus longtemps que ça parce que j'aimerais vraiment qu'on arrive à avoir un échange. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il va falloir qu'on essaie vraiment de réfléchir ensemble à comment encore coopérer plus, comment valoriser les artistes. Nous, les partenaires Point de Vente qui travaillent avec nous, alors certes, pour certains libraires, c'est une offre supplémentaire, mais ça relève aussi du militantisme. L'idée, c'est de, encore une fois, défendre la musique dite indépendante et les œuvres de qualité donc, que l'on trouve sur notre région. Je vais vous laisser ici, mais je suis ouvert à toute question et à toute proposition. Dans le cadre du sujet qui nous concerne. Absolument. Donc, je laisse la parole cette fois à Pierre Broquin. Donc là, on est plutôt sur une expérience très concrète avec la bibliothèque Antipode. En tout cas, super projet, Manu. Ça donne plein d'idées. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être aujourd'hui avec vous et d'être surtout de ce côté de l'auditorium. C'est très étrange, très bizarre. Je vais essayer d'être le meilleur possible. Alors, aujourd'hui, si je suis là parmi vous, c'est pour vous présenter un projet qui s'appelle Antipode. Et si je vous ai mis en sous-texte naissance d'un projet commun, je vais vous l'expliquer. Donc, un petit rappel de ce qu'est Antipode, je vais vous faire une petite présentation historique, etc. Donc déjà, c'est situé à Rennes, dans l'Ouest, dans Rennes même, à la frontière des quartiers Clenay et Lacourouse. Donc vous pouvez voir sur la carte, à peu près au sud-ouest. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Antipode existait déjà avant. C'est un équipement qui date des années, si je ne me trompe pas, la MJC a été créée en 1967. Vous pouvez la voir ici. Et c'est un équipement qui regroupait déjà à l'époque deux structures en une. Donc à savoir l'association Antipode, qui regroupe une maison des jeunes et des cultures, une SMAC et la bibliothèque municipale de quartier. Et donc le nouveau projet dont je vais vous parler, regroupe aussi ces trois structures, enfin ces deux structures en une. On peut parler de trois structures si on compte la SMAC, la maison des jeunes et la bibliothèque. Et donc c'est dans une nouvelle structure qui, donc cette structure qui nous concerne fait à peu près quasiment 4000 m² de surface. La bibliothèque, un peu plus de 700 m² sur 2 niveaux. Et donc le projet était en phase opérationnelle depuis 2013 et l'inauguration a seulement eu lieu en octobre dernier, en 2021. Donc c'est un projet qui s'est fait attendre et heureusement, ça y est, il est enfin ouvert. Donc on a très peu de recul pour le moment puisque ça fait seulement 4 mois qu'on est ouvert, mais j'ai déjà plein de choses à vous raconter si vous le souhaitez. Pour vous remettre aussi le contexte, je peux aussi vous dire que la bibliothèque appartient à un réseau municipal de 11 bibliothèques de quartier, plus une bibliothèque nomade, et que aussi dans ce réseau des bibliothèques municipales, on retrouve aussi la bibliothèque des Champs Libres, qui elle est une bibliothèque à rayonnement, c'est un rayonnement métropole, de Rennes Métropole, mais qui fait aussi partie, nous partageons la même structure, le même catalogue, etc. Donc, avant tout, ce projet, c'est un projet transversal et complémentaire. Pourquoi ? Parce que le nouveau bâtiment a été pensé avec des espaces qui sont vraiment mutualisés. Donc, je vous ai mis quelques exemples. On trouve notamment l'Agora, qui est un grand hall d'accueil, un espace de projection notamment, un espace internet et numérique qui se trouve au sein de la bibliothèque et une salle de réunion, entre autres. Il est aussi mutualisé parce qu'il y a eu 2 créations de postes qui sont un animateur numérique et une animatrice de proximité, qui sont partagés entre la bibliothèque et la MJC, en sachant que l'animateur numérique dépend de la ville de Rennes, donc des bibliothèques, et l'animatrice de proximité de l'association Antipode. Et enfin, en quoi ce projet est peut-être quelque chose d'unique, ça sera à voir, mais en tout cas, nous sommes en cours de construction d'un véritable projet d'établissement commun entre l'association Antipode et la bibliothèque. Donc je ne sais pas si en France il existe d'autres établissements du même genre qui regroupent en leur sein une bibliothèque, une SMAC et une MJC, mais dans tous les cas, celle-ci, elle a au moins la particularité d'avoir été pensée avec pas seulement une collaboration comme c'était le cas dans l'ancien bâtiment, mais vraiment une vraie mutualisation, un vrai projet commun,
avec l'illustration même, je pense que c'est ce projet d'établissement qui est en cours d'écriture, et avec ces postes mutualisés. Je vous mets quelques photos parce que je pense que ça illustre bien, ça illustrera mieux et ça parlera bien mieux que ce que je peux vous dire. Donc ça c'était voilà, c'est pas une photo réelle, mais c'est ce à quoi devait ressembler le projet et ça y ressemble beaucoup. Nous avons ici le parvis d'Antipode avec ce que vous pouvez voir au premier plan, donc derrière la vitrine, c'est l'espace musique de la bibliothèque. By Night. Le hall d'accueil, le fameux Agora, qui est un des espaces mutualisés. Donc vous pouvez voir, c'est assez... le style architectural est peu commun, enfin peu commun. On le retrouve maintenant de plus en plus, donc je crois qu'on appelle ça du brutalisme. C'est donc l'architecte Dominique Coulon qui a œuvré sur ce bâtiment qui souhaitait mettre ça en place. Donc d'un premier aspect, ça fait très brutal quand on voit le bâtiment de l'extérieur. Mais en fait, quand on est à l'intérieur, il y a beaucoup de puits de lumière, de transparence. C'est assez agréable finalement. Là, on voit l'étage de la bibliothèque. Et donc l'espace musique dont je vais vous parler un peu plus tout à l'heure, parce que c'est ça quand même qui nous concerne. La musique est au cœur du nouvel équipement. Tout d'abord parce que de la proximité de la SMAC, qui possède elle 2 salles de concert, donc une grande scène avec 900 places debout et une configuration en place assise avec 350 places, un club avec 250 places debout, 3 studios de répétition, un atelier, ce qu'ils appellent un atelier de création, qui est quelque chose d'assez unique dans le Grand Ouest, où c'est une sorte d'immense boîte noire où les artistes en résidence peuvent imaginer toutes sortes de choses. Elle a la dimension de 120 mètres carrés, c'est exactement la dimension de la grande scène, et donc après ils peuvent reproduire du coup sur scène ce qu'ils ont pu inventer les jours passés dans l'atelier. C'est un superbe outil du coup. La musique aussi au cœur du nouvel équipement de par la MJC qui propose des ateliers d'expression. Donc dans les ateliers d'expression on retrouve toutes sortes de choses, au niveau de la science, du théâtre, de la danse et bien sûr de la musique, ce qui nous concerne. Et on trouve beaucoup de cours de musique. Donc on parle d'ateliers d'expression parce que ce ne sont pas des professeurs qui donnent des cours mais plutôt des intervenants avec les mêmes compétences mais il n'y a pas de notation. Et donc du coup il y avait là des passerelles très faciles à trouver avec ces cours de musique. Et enfin, ce qui nous concerne, la bibliothèque qui s'est naturellement orientée vers la musique, avec notamment, je vous parlais de ce rez-de-chaussée qui est un peu vitrine de l'établissement, qui est dédié principalement à la musique. Et ce qui change beaucoup de l'ancien établissement, on devait nous chercher, nous, la bibliothèque, dans l'ancien établissement, où on était cachés à l'étage, et il y a certains usagers de la MJC qui nous ont découvert uniquement à la réouverture du nouveau bâtiment. Je vous ai mis quelques photos de ce que ça peut donner du coup aujourd'hui. Donc là on voit la grande scène vue de l'étage. Donc on a déjà eu de magnifiques concerts avec une superbe ambiance, le bar club, l'un des studios de répétition, le fameux atelier de création. Et donc du coup, sur ce qui nous concerne, nous aussi la bibliothèque, on est parti sur cette orientation musicale, avec notamment à l'ouverture du nouveau bâtiment, une création d'un fonds vinyle qui n'existait pas avant. Avec ça, la création d'un fonds méthode et partition. Donc le fonds vinyle et le fonds méthode ont beaucoup été axés sur les musiques actuelles, étant donné tout naturellement, étant donné qu'on est avec une SMAC, ça nous a semblé totalement évident. De nouveaux services, dont un prêt d'instruments de musique. Je pourrais m'attarder un peu plus dessus tout à l'heure, des platines CD vinyles qui sont mises à disposition et des jeux vidéo musicaux qui viennent compléter un peu cette offre. Je pense notamment à Rocksmith qui est une méthode d'apprentissage ludique qui se joue sur une vraie guitare et sur une console de jeu. Voilà, donc le prêt d'instruments de musique c'est tout nouveau, pour l'instant on est la seule bibliothèque à Rennes à proposer ça en sachant que c'est un projet qu'on a mené en collaboration avec la bibliothèque des Champs Libres qui est en plein réaménagement de son espace musique, qui devrait ouvrir prochainement au mois d'avril, avec lui aussi un prêt d'instrument de musique qui sera complémentaire d'une autre. Et donc on a ouvert ce prêt d'instrument de musique avec à peu près actuellement une trentaine d'instruments, que ce soit des guitares, des claviers, beaucoup de musique, des instruments de musique électronique. On a décidé d'axer vraiment sur les musiques actuelles, et c'est quelque chose qui marche très bien. On est vraiment content parce que le public s'est bien approprié le service. Et enfin, donc de nouvelles missions, même si c'était des missions qui existaient peut-être déjà avant, mais qu'on a vraiment mis du coup là au cœur de la bibliothèque, avec notamment la valorisation des musiques actuelles et la promotion de la scène locale. On a récupéré notamment tout le fonds vinyle et CD de la scène locale qui était située dans une autre bibliothèque de Rennes.
Et donc voilà, on est d'autant plus là dans la promotion de cette scène, qui est d'ailleurs très foisonnante à Rennes. Et donc toujours pour vous dire que ce que vous voyez ici, il y a peut-être pas de révolution, rien de nouveau pour vous. Vous connaissez déjà tous ces nouveaux services, ces collections dont on parle depuis longtemps, donc sur un fond hybride. J'ai pas évoqué non plus, on a un service numérique qui s'appelle MusicMe, que vous connaissez sûrement, donc qui est proposé sur les bibliothèques de Rennes depuis le mois de septembre. Donc là aussi, c'est assez nouveau pour nous. On avait 10 musiques avant. Donc voilà, on a ce fond hybride, on a ce prêt d'instruments de musique. Donc voilà, on n'a pas inventé la poudre, on s'est beaucoup inspiré de ce que font déjà des bibliothèques. Je pense notamment à Cherbourg, je passe le bonjour à Stan, avec un grand merci à lui de nous avoir accueillis, de nous avoir montré ce qui était proposé là-bas. Donc on s'en est inspiré, on l'a remis à notre sauce, et voilà, c'est quelque chose en tout cas qui marche très bien. Mais à nouveau, je pense on a essayé de concentrer un peu ce qui se trouvait actuellement dans les bibliothèques musicales de France sur ce sur quoi on peut travailler, que ça soit donc le prêt d'instruments de musique, les nouveaux fonds, l'hybridation des fonds, etc. Je vous mets quelques photos de ce que ça donne, avec ici donc l'espace de service d'instruments, le fond vinyle, les platines vinyles, et puis quelques exemples de ce qu'on a fait avec Rocksmith. On a mis en place depuis le mois de janvier aussi les pédales d'effet qui marchent très bien, et un exemple de présentation des packs d'instruments qu'on peut trouver. Et donc ce projet musical est lui aussi transversal et complémentaire. Donc on a déjà essayé des choses. On est encore donc comme vous l'aurez compris, ça fait seulement 4 mois qu'on est ouvert, donc on est encore en phase d'expérimentation. En fait, Antipode, on voit ça un peu comme un immense laboratoire dans lequel on peut tenter des choses, où les publics vont se croiser. Donc le bâtiment a été pensé d'ailleurs pour ça, d'où les espaces mutualisés, et ce qui amène à parfois des rencontres inopinées, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, et des projets qui vont se développer. Donc notamment, là dernièrement, on a eu des showcases en lien avec la SMAC, donc Elliot Armen et Enfants Perdus, qui sont venus jouer notamment pendant l'inauguration, dont je vous parlerai tout à l'heure. Une exposition qui aura lieu fin mars autour d'un projet de création, donc le groupe Zombie, qui a créé donc justement au sein d'Antipode un projet qui s'appelle Un voyage halluciné, en lien avec les BD de Philippe Drouillet. Et donc la médiathèque a participé à ça, et l'extension du service du prêt d'instruments, parce qu'effectivement quand on a monté ce service de prêt, donc on pensait plutôt à destination du public des bibliothèques, et parfois du public de la MJC. Et en fait, on se rend compte qu'il y a aussi par exemple, un artiste en résidence, Suis-je fou, qui a été en résidence à la SMAC, qui est venu emprunter aussi certains de nos instruments dans le cadre d'ateliers. Et aussi des intervenants, des ateliers d'expression qui viennent parfois nous emprunter aussi des instruments ou du matériel. Donc voilà, on trouve naturellement, il y a des vases communicants qui se font entre ces différentes structures. Et on a aussi ces fameux parcours croisés au sein de l'établissement, donc des visites qui sont faites qui sont organisées et par la MJC et par la bibliothèque, et qui sont des espèces de parcours qui vont sillonner l'ensemble du bâtiment pour le public désireux de connaître l'endroit. Et donc ce projet, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'en gros, ce qu'on imaginait, c'est qu'un usager qui souhaite en fait apprendre à jouer d'un instrument, qui souhaiterait emprunter un instrument, pourrait venir donc à la bibliothèque. Il peut aussi emprunter donc des méthodes. Il peut ensuite, par la suite, imaginons prendre des cours ou travailler un instrument auprès d'un atelier d'expression. Et puis pourquoi pas après, plus tard, aller dans un studio de répétition, créer son groupe. Et puis, d'ici quelques années, investir, soyons fous, la grande scène d'Antipode et nous dédicacer une chanson peut-être, qui sait. Je vous mets aussi l'exemple de l'inauguration qui, en fait, je pense est un excellent exemple, puisque c'est un peu un condensé de ce qu'on peut imaginer pour la suite du projet. Donc dans les années à venir, donc voilà, on a eu donc entre des showcases, des open mic, des blind tests, etc. On a eu des radios locales qui sont délocalisées chez nous, avec lesquelles on sent qu'il y a des partenariats très intéressants à faire, des siestes musicales, etc. Je vous ai mis que quelques exemples du programme bien chargé qu'on avait sur deux journées en octobre. Et du coup, vers la suite, on sent qu'on a... Alors, au-delà de ce qu'on peut développer actuellement sur notre partenariat interne, si je peux dire ainsi, qui semble assez naturel
et qu'on touche seulement du bout du doigt pour le moment. Il y a aussi des développements de partenariats assez naturels qui sont en train de se faire avec les structures partenaires. Je pense notamment au Jardin Moderne, donc qui est une autre SMAC de Rennes qui est venue dernièrement nous emprunter des instruments dans le cadre d'un Girl Rock Camp, donc qui était organisé sur une semaine, où des adolescentes étaient amenées à apprendre à jouer de la guitare, à monter un groupe et à jouer ensuite sur scène, à faire un rendu sur scène, tout ça encadré par des intervenants et des professionnels. Donc voilà, des partenariats assez naturels. Avec nos fournisseurs aussi, Sonowest, donc qui s'occupe de notre parc d'instruments, et maplatine.com qui nous a prêté, enfin qui nous a fait des formations autour des platines vinyles, et chez qui on se fournit, qui est aussi avec qui on va monter des projets de formation autour des platines, parce qu'on a une demande là-dessus, sur le maniement des platines. On a du public qui demande, sur Sonowest, sur le changement de cordes, etc. Voilà, on pense monter des petits ateliers avec eux. Sur les radios locales, donc je pense à Syllab et Canal B, qui ont été nos partenaires aussi sur l'inauguration, où là aussi on est en train d'envisager des choses pour la suite. Même si pour le moment, je vous avoue qu'on est plutôt concentré sur l'accueil des publics. Heureusement, on connaît il y a une grosse affluence là-dessus, c'est chouette, du fait de la nouveauté du bâtiment et du fait qu'on soit 3 structures en une, ça amène forcément un public différent à chaque fois. Et bien entendu, sans oublier nos disquaires locaux qui sont très nombreux à Rennes, on a cette chance-là, et avec lesquels aussi on peut imaginer pas mal de choses. Je ne m'attarde pas plus je ne sais pas si je suis dans les temps pour avoir un échange de questions-réponses. Et voilà, donc au plaisir de vous retrouver à Antipode. Donc merci à vous 4 pour vos interventions. Donc l'idée un peu de cette table ronde, c'était aussi de montrer que la bibliothèque peut être un partenaire crédible et auprès des structures de la filière musicale. On s'interdit parfois de solliciter des structures parce qu'on ne se sent pas forcément légitime, et du coup l'Antipode illustre aussi que c'est des choses qui sont possibles, et puis vos interventions aussi ont ouvert aussi des portes. Donc l'idée maintenant, c'est de poser vos questions, peut-être aussi de faire de vos retours d'expérience propres dans vos bibliothèques. Y a-t-il des questions, des remarques? Non? Oui, bah oui. Donc, ah, voilà. Oui, bonjour, Michel de Chambéry. Bonjour, Michel de Chambéry. J'ai une question à propos de l'Antipode et qui est un des premiers projets vraiment aboutis de structures comme ça qui commencent à exister entre différentes formules, bibliothèque plus école de musique, bibliothèque plus salle de spectacle. Est-ce que vous avez pensé et comment est-ce que vous gérez l'harmonisation des horaires? Enfin, je pense à des frustrations dans ce genre d'établissement de gens qui se cassent le nez sur une des 2 structures suivant les heures de la journée. Est-ce que vous pensez à des ouvertures avant concert, après concert par exemple? C'est une très bonne question qui effectivement nous a déjà été posée en amont de ce projet sur lequel l'équipe a travaillé pendant quelques années. Pour l'instant, on a gardé des horaires qui sont un peu différentes au niveau volume horaire de ce qu'a la MJC, puisque la MJC peut fermer jusqu'à 22h certains soirs. Je ne parle même pas des soirs de concert. C'est généralement, ils ferment à 22h du fait de leur accueil jeune, des ateliers d'expression, etc. Heureusement ou pas, pour l'instant, la bibliothèque ne ferme pas à 22h. Je ne sais pas encore si c'est dans les rayons. Je pense que je n'aimerais pas m'avancer. Je ne veux pas dire de bêtises, mais pour l'instant, on est plutôt sur les horaires qui sont les horaires du réseau des bibliothèques municipales de Rennes. Mais c'est un sujet qui peut aussi être un peu crispant, je pense, que je parle pour le personnel peut-être de la bibliothèque, ces extensions d'horaires, à voir s'il est indispensable. Sur les soirs de concert, ça a aussi été évoqué. Là aussi, je ne veux pas m'avancer, je ne sais pas du tout ce qui peut être imaginé. À nouveau, on n'en est qu'au début du projet. Pour l'instant, on ne savait pas trop vers quoi on allait en termes d'accueil du public, on se concentre vraiment là-dessus. On est sur des gros volumes, on va dire, d'accueil.
Donc attendons, je pense qu'on se laisse un peu de temps avant de peut-être imaginer autre chose. Mais à nouveau, je ne saurais pas vous dire d'ici quelques années où on en sera du côté de ces horaires. Mais c'est une très bonne question. Hein. Une autre question? Ah non. Oui, c'est un. Ah non, c'est bon. Oui, bonjour Virginie, bibliothèque de Dunkerque. C'est plutôt une remarque ou une remarque. Je viens du milieu des musiques actuelles, puisque je travaillais au 4 Écluses pendant 17 ans. Et donc là, on parle de structuration, enfin on parle plutôt en termes de professionnels. Et je me demandais quelle était la place des musiciens dans toute cette logique de partenariat entre diffusion musicale et bibliothèque, parce qu'en venant d'arriver là en bibliothèque, j'ai le sentiment que pour les musiciens, les bibliothèques sont considérées comme des lieux de diffusion et pas forcément comme des lieux de promotion, voire de la ressource, de l'information. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour avoir cette vision-là plutôt du musicien dans la bibliothèque plutôt que de la musique pour les usagers de bibliothèque? Je ne sais pas si c'est clair comme question. Alors cette question s'adresse peut-être à nous tous. Ouais. Quelqu'un veut commencer ou... Ok, je me lance. Nous, tout naturellement, je pense que le musicien aura toute sa place à Antipode, mais de fait, de par son projet atypique, on l'a déjà vu, que ce soit des musiciens qui venaient répéter dans les locaux de répétition, qui passent tout naturellement à la bibliothèque et qui se fournissent aussi bien dans nos méthodes, nos partitions que dans le parc d'instruments qu'on a proposé. Et puis après, je pense qu'on peut développer via le biais de showcase. Il y a aussi des choses à faire pour intégrer la musique vivante dans les bibliothèques, mais bon, ça c'est pas non plus une nouveauté. Et donc, enfin, à nouveau, je pense qu'il y a nous, on a cette possibilité de pouvoir inventer beaucoup de choses du fait que les musiciens sont un peu en vase clos quand ils vont venir dans cet établissement. Donc c'est peut-être un peu facile du coup de ma part de vous répondre ça. Après, il peut y avoir aussi effectivement d'autres formes. Hein. Rien n'interdit qu'une bibliothèque soit aussi un lieu de résidence pour des musiciens. De l'expérience de Lyon, on essaye aussi d'inviter des musiciens à être eux-mêmes prescripteurs dans nos collections, plutôt que ça soit toujours le bibliothécaire qui amène des conseils au public. C'est d'utiliser aussi des musiciens qui soient locaux ou de passage en concert comme étant prescripteurs pour notre public, parce qu'ils ont une légitimité que leur accorde notre public peut-être plus importante que le bibliothécaire. Oui, et puis alors moi pour compléter, il y a quelques années avait été expérimenté ça là, sur la Nouvelle-Aquitaine notamment. Nous avions organisé une tournée des médiathèques avec des artistes, donc du coup des labels adhérents, et ça a été fait sur 5 jours. Ça a été un succès ce jour-là, parce que clairement pour les médiathèques qui du coup ouvraient clairement à un nouveau type, on va dire, de clientèle, clairement, qui assurait une grosse phase de promo, et qui, nous, derrière, pour les artistes en direct, a enclenché en plus pas mal de ventes de disques. Et c'est quelque chose qui a été mis en place il y a 3 ans, qui a été plus ou moins abandonné, mais qui redemanderait à être expérimenté. Ouais. Ça a été vraiment une réussite. Moi, je voulais ajouter un point sur la question de l'information, parce que vous le savez mieux que moi, mais sur... les SMAC ont ce rôle-là d'accompagnement des tout jeunes artistes et d'information. Et c'est vrai qu'à Rennes, du coup, le fait d'être dans les mêmes bâtiments, je pense que c'est un atout précieux, mais peut-être qu'il y a justement favoriser ces coopérations entre SMAC et bibliothèque. Oui, puis je pense aussi qu'il y a un enjeu autour de tout ce qui est ressources pour les musiciens dans leur on va dire parcours. Alors même quand on est amateur, on a besoin de ressources, parce que quand on se pose la question de produire un disque, même si c'est une autoprod, qu'on n'a pas envie qu'il soit diffusé à des milliers d'exemplaires, etc., il y a des questions juridiques à se poser sur la production d'un album, etc. Et ces ressources-là, qui se trouvent parfois aussi dans des livres qu'édite le CNM, les gens aiment bien tout trouver sur Internet, etc. Mais moi, je me rends compte qu'au final, souvent, je les renvoie aussi vers des ressources type livres, etc., peuvent aussi être présentes dans vos lieux.
Bon, alors on va vérifier que tous les livres du CNM sont dans les bibliothèques. Oui, Jean-Luc Protet à Caluire, à propos de la question donc, sur ce que nous, les bibliothécaires, les bibliothèques, on peut apporter aux musiciens. C'est aussi le travail ordinaire qu'on fait chaque jour avec le public en général. Alors, exemple, ça n'a pas de valeur plus qu'un exemple, mais par exemple, certains connaissent peut-être Khaled El-Jaramani, oudiste syrien, habite à Caluire, fréquente la bibliothèque. Il ne s'est pas manifesté en tant que musicien, il n'a pas exprimé ses besoins dans les premiers temps, à tel point que je lui ai présenté un jour Interzone. Alors ceux qui connaissent Interzone, c'est le duo entre Khaled El-Jaramani et Serge Tessoguet. Donc il me dit, il a un blanc, puis il me dit, il retourne le disque, et puis il me dit, c'est moi là. Ah. Bon, je l'avais pas reconnu. Depuis on se connaît, on a noué évidemment une relation. Donc Khaled a beaucoup de projets, il est sollicité pour quantité de projets atypiques. Avec Akamoun, avec d'autres qui me... Oui, là c'est le nom qui m'échappe, enfin peu importe. Et en fait, il vient écouter la musique, oui, puis il y a aussi un projet sur l'Ethio Jazz. Donc, il ne connaissait pas l'Ethio Jazz, il est venu me demander ce qu'on avait. Alors voilà le genre de service qu'on peut apporter aux musiciens. Autre exemple, Inge Dreisich. Là, que vous connaissez peut-être pas, c'est une cantatrice qui n'a pas fait d'enregistrement, mais qui était très présente à une époque sur scène, à l'opéra, une soprane, et c'est la mère d'Elsa Dreisich, que là, je pense, certains d'entre vous connaissent maintenant. Et donc, Inge Dreisich habite à Caluire, elle est maintenant prof donc, de chant, et elle vient chercher aussi des ressources à la bibliothèque de façon, discrète et professionnelle. On lui rend ce service, elle apprécie le travail de recherche qu'on fait pour elle sur différentes interprétations pour faire écouter ses élèves, enfin ainsi de suite. Donc ça, c'est deux exemples, il y en a d'autres avec des musiciens de jazz, Jean-François Bèze, qui vient peut-être lui plus à titre personnel que pour rechercher des ressources professionnelles, mais voilà, on peut apporter quelque chose aux musiciens. C'est parfois difficile de les repérer parce qu'ils sont demandeurs comme le public ordinaire. Voilà, juste un témoignage. Je voudrais juste aussi faire un autre exemple. Sur l'agglomération lyonnaise, il y a un festival qui s'appelle Ampli, qui est à l'initiative d'une association constituée de bibliothécaires musicaux de l'agglomération. Il y a des représentantes ici. L'idée, c'est de concentrer sur 5 semaines des concerts en bibliothèque d'artistes émergents de l'agglomération. Et depuis la dernière édition, il y a un partenariat avec une salle de musique actuelle qui, en fait, propose chaque année un parcours de professionnalisation d'artistes émergents et qui, donc, depuis l'année dernière, propose de programmer et du coup de payer un showcase ou un concert d'un des artistes qu'il a accompagné dans une bibliothèque qui ne pourrait pas avoir les moyens, par exemple, de faire un cachet à des artistes locaux. Oui, sur des initiatives un peu similaires, moi j'avais eu l'occasion, alors ça date d'il y a 4-5 ans, après bon avec la crise sanitaire, tout ça, forcément des exemples plus récents sont rares, mais d'accompagner la bibliothèque départementale des Deux-Sèvres, qui a beaucoup d'antennes en milieu plutôt rural, où parfois certains bibliothécaires musicaux de ces lieux-là avaient peu de connaissances ou connexions avec les structures musique actuelles du territoire, ou ne les connaissaient pas toutes, notamment les labels par exemple. Et j'avais eu l'occasion de les accompagner sur la construction je crois que ça durait 2 semaines au final, d'une succession de rencontres un peu comme celle que tu évoques. Alors pour certains, en fonction des lieux, c'était du showcase. Parfois ça a même été une rencontre avec un luthier qui fabriquait des instruments de musique, qui était venu expliquer son métier dans la bibliothèque. Et il y avait aussi un artiste du territoire qui avait fait un concert jeune public. Enfin voilà, en fonction des possibilités de chaque bibliothèque, il y avait des actions de ce type-là. Je crois qu'il y avait aussi
certaines sélections littéraires ou discographiques qui avaient été pensées par des artistes du territoire. Voilà, donc ça, je crois qu'il y a eu au moins 2 éditions de cette semaine-là. Après, alors moi, je m'occupe plus des Deux-Sèvres actuellement, donc j'ai un peu décroché. Mais en tout cas, voilà, une initiative où, à la base, ça s'est construit sur un échange entre nous, réseau régional, et eux. Et ensuite, après, ils ont fait leur vie et leur projet avec les structures du territoire avec qui on les avait mis en lien, quoi. Une autre question ou remarque? Oui, bonjour, Marc Labiche des Musicophages à Toulouse. Pour répondre à la question de madame et pour rebondir sur ce que vous disiez, je voulais dire que justement, peut-être se méfier un petit peu de cette effusion de moyens qu'on va donner aux musiciens. Quand j'entends moyens, je veux dire moyens de diffusion, moyens de jouer des instruments et juste les programmer. Parce que tout ça, ça génère de l'économie à court terme et c'est très intéressant pour eux, effectivement, pour commencer à se faire connaître. Mais je rebondis sur ce que vous disiez, je pense que le plus important, c'est les équiper en ressources, surtout pour le long terme. Et donc effectivement, vous avez aussi toutes les rencontres avec les professionnels du secteur qui sont locaux, ça peut être des labels, des tourneurs, des managers, leur faire rencontrer les professionnels du milieu, parce qu'on sait qu'après, pour développer l'économie sur le long terme, il faudra travailler avec des professionnels, ils ne pourront pas toujours faire tout seuls. Et donc faire attention à cet écueil un peu de se centrer trop sur la diff en médiathèque, c'est super, ça leur permet déjà de développer une première économie, mais c'est pas ce qui va les faire vivre sur le long terme. Donc peut-être s'attarder effectivement à ça, des rencontres avec des professionnels aussi, ce genre d'événement. Alors je pense qu'il y a plusieurs degrés, hein. Malgré tout, ça arrive de faire à Lyon, on fait des showcases, des formats courts. L'idée, c'est aussi d'investir des formats qui n'existent pas ailleurs, parce qu'effectivement, c'est pas non plus de rentrer dans un système concurrentiel avec d'autres structures qui font aussi de la diffusion et de la programmation. Mais c'est malgré tout pour des artistes, dans une évolution de carrière ou un début de carrière, aussi programmer des petites formes pour lesquelles ils sont rémunérés, ce qui n'est pas toujours le cas dans les salles, hein, où ils font des premières parties, où ils ne sont pas systématiquement rémunérés. Et puis surtout, c'est aussi de gérer sur des communautés d'intérêt, des convergences d'intérêts entre parfois ce que souhaite faire la bibliothèque et puis des structures du réseau musical local. C'est effectivement pas d'inventer un système parallèle, mais c'est vraiment de s'imbriquer et de collaborer, quoi. Je me permets une réponse du coup, juste. Je critique pas du tout le fait qu'on puisse justement accompagner les artistes en les diffusant et en plus en les rémunérant, c'est d'autant plus louable. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut aussi flécher les artistes vers une direction qui est que le développement sera forcément par la scène. Et aujourd'hui, on est quand même à une croisée des chemins sur l'économie, particulièrement avec tout ce qui est musique à l'image, post-synchro, ce genre de choses. Et je pense que ça peut être bien de tout de suite les flécher grâce à de la ressource, ce que peuvent proposer les SMAC si elles ont un centre de ressources, ou ce que proposait le réseau ressources avant avec l'IRMA justement. Bien les flécher quand même sur tout ce qui existe comme volant économique, pour ne pas juste les induire dans une direction qui sera toujours le scénique, qui, comme on l'a vu pendant 2 ans, a quand même facilement du plomb dans l'aile, quoi. Allô ? Oui, bonjour. François, médiathèque de Noisiel, en Seine-et-Marne. On a un tissu culturel assez riche autour de nous. Il y a des SMAC. Nous, juste à côté de nous, on a une scène de musique nationale. Et le gros problème qu'on a pour travailler et coopérer avec ces structures, c'est la temporalité de la programmation. Je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui sont concernés par ça. La scène nationale, elle travaille sur une saison. Les SMAC, elles travaillent sur une programmation un peu plus à court moyen terme. Et nous, on travaille sur une année civile. Donc, on s'en sort pas. On commence notre programmation avant eux. On n'arrive pas à trouver une flexibilité. Alors, je ne sais pas si vous avez des idées pour répondre à ça, des arguments peut-être pour les responsables pour gagner de la flexibilité, voilà. J'ai pas de réponse à ça. Ce que je sais par contre, c'est que certains le font. Effectivement, c'est un vrai problème là, que vous soulevez. Mais en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils ciblent d'une année sur l'autre les artistes qu'ils aimeraient éventuellement voir passer, et ils se rapprochent des tourneurs surtout. Et c'est eux la ressource à ce moment-là. Ça veut dire vraiment fonctionner en partenaire avec les tourneurs. Ça veut dire qu'il faut qu'ils vous informent des futures dates à venir des groupes bien en amont, et même au moment des SMAC, etc. Et là, ça, c'est une première piste de réflexion.
Ça peut fonctionner. Même si le tourneur est très occupé, une fois que vous êtes dans sa newsletter, etc., ça peut être coordonné. Désolé pour cette piètre réponse. Et si je peux aussi rebondir là-dessus, on s'en est rendu compte, nous aussi, à Antipode, qu'on avait deux modes de fonctionnement totalement différents quand on a commencé à travailler sur ce projet entre la SMAC et la MJC et puis nous, qui avons un fonctionnement à la bibliothèque municipale assez institutionnel, forcément, avec une communication qui doit être validée par différentes strates, avec une programmation qui se pense beaucoup plus en amont qui se pense différemment, en tout cas, que la programmation de la SMAC. Et du coup, on est en train de travailler là-dessus, et c'est ce à quoi va aider en tout cas le projet d'établissement commun. Mais là, pour le coup, je parle vraiment, nous pour Antipode, c'est vraiment particulier, parce que ce projet d'établissement va aider à avoir cette harmonisation au niveau et de la communication et de notre action culturelle, de la mise en place de différentes choses qu'on voudrait mettre. Je voudrais juste rebondir. Bonjour, Pascal, Bibliothèque de Tours. Juste deux choses. Un tourneur, si nous on l'appelle, lorsqu'on lui donnerait le budget qu'on a pour un spectacle, je me demande s'il ne va pas à un moment donné sourire. Parce que globalement, on a 300 €. Le gars, il va... Le seul risque, c'est qu'ils disent non. Hein. Oui, mais ça, il le fait. De toute façon, ils en sont capables. À Lyon, on fait des petits concerts, comme je disais, de 30 minutes, c'est 250 €. Hein. Et on peut malgré tout faire des artistes. Le prochain qui va être programmé dans le festival Ampli à Lyon, c'est Raoul Vignal. Donc après, c'est aussi quelles sont parfois les attentes des artistes, c'est un autre public qui rencontre, c'est d'autres dispositifs. Donc il ne faut pas s'interdire d'essayer. Après, le seul risque, c'est qu'ils disent non. Voilà. Non, ça, on ne l'interdit pas, parce qu'on essaye aussi de faire une émission de radio, on fait un concert par an avec la SMAC et les médiathèques de l'agglomération. Mais notre principal souci, c'est effectivement, quelquefois, lorsqu'on va voir l'artiste, c'est des artistes en voie de professionnalisation. On n'a pas les ressources administratives ou d'information suffisantes pour lui. On l'oriente plus sur les SMAC, effectivement, on travaille avec eux. Mais je pense que c'est quand même pas inintéressant qu'il y ait des spectacles en médiathèque, mais à mon avis, pour l'instant, le principal problème pour les spectacles en médiathèque, c'est le côté budgétaire. On est tout à fait conscient de ces réalités. Juste pour dire, là, Manu a utilisé le mot tourneur. Alors certes, il y a des tourneurs qui travaillent avec des artistes reconnus, etc., pour qui des cachets de quelques centaines d'euros, voilà, la proposition, ça sera juste un nom si tant est qu'on vous réponde. On a, nous, dans le réseau, tout un tas de petits, on va dire, producteurs de spectacles qui travaillent avec des artistes, alors certes qui ont une notoriété en développement, peut-être pas forcément celle de la tête d'affiche d'un festival, etc., mais pour qui un cachet rémunéré ou un ou deux musiciens sont correctement payés, accueillis, voilà, et sur des économies comme celle-là, au milieu d'une tournée d'une semaine sur des petits lieux de concert, y compris des bars ou autres, peuvent être totalement contents de trouver une date comme celle-là sur un parcours, voire même très contents que ça ait lieu le même jour qu'un autre concert, peut-être mieux rémunéré dans la salle, mais du coup accepter cette proposition qui certes est basse au niveau tarifaire, mais parce que le soir même ils peuvent jouer dans la salle de la ville dans des conditions financières plus intéressantes, et là leur équilibre économique peut se trouver. Alors on est tout à fait d'accord, ça sera pas sur des têtes d'affiche qui remplissent des centaines de personnes dans une salle ou des milliers dans un festival. Et une autre piste que vous pouvez creuser aussi, alors je parle plus de mon expérience professionnelle en travaillant en région parisienne. C'était à Grand Paris Sud, on a mené un partenariat avec la SMAC, une SMAC locale, Le Plan, où en fait on a été démarcher, donc là-bas il y a souvent quelqu'un qui s'occupe de l'action culturelle, et ils étaient très intéressés. On a fait en fait une sorte d'échange de bons procédés où on allait animer des blind tests, des soirs de concert, en une sorte de première partie de la première partie, le temps que le public arrive dans le hall d'accueil de la SMAC,
Et donc il y avait généralement pas grand-chose d'organisé, donc on faisait une petite promotion de la bibliothèque en même temps, et puis avec un blind test qui était souvent dirigé en fonction de la programmation du soir. Et en échange, la SMAC du coup nous envoyait des artistes qui passaient du coup dans sa programmation. Souvent des artistes qui venaient jouer le soir, qui venaient du coup en showcase à la bibliothèque sous des formats de 30 minutes. Et qui du coup ça nous permettait d'avoir des super artistes à la bibliothèque. C'était en plus un partenariat qui était gratuit puisque c'était un échange de bons procédés. Nous on leur animait quelque chose et eux en échange ils nous amenaient des artistes, et donc n'hésitez pas à aller les démarcher directement, les SMAC notamment, enfin je pense à ces salles là qui peuvent être aussi intéressés que vous leur proposiez en échange quelque chose. Et en plus ce qui était super, c'est que non seulement vous alliez animer le blind test, mais qu'en plus après vous aviez le concert offert généralement la plupart du temps. Donc c'est vraiment tout bénef. Merci, je crois qu'il est le temps de conclure. Ah, ouais. Oui, je voulais juste rajouter une petite chose, même si c'est anecdotique, mais tout à l'heure ça a été évoqué dans le cadre des contrats de filière, les appels à projets coopération, et ce genre de projets peuvent entrer dans cette question de la coopération. Donc pensez à ça aussi si vous voulez un peu chercher des sous de ce côté-là. Vous pouvez m'appeler, je vous expliquerai. Ah, une question. Oui, bonjour, Jérémy de la Bibliothèque de Bordeaux. J'avais une question qui portait sur le projet Antipode, un peu dans la continuité de la question précédente sur les temporalités de travail. C'est celle de la gouvernance de cet établissement qui réunit différentes structures. Et au sein de cette gouvernance-là, de la place de la bibliothèque qui est à la fois rattachée à un réseau et du coup qui est à la fois rattachée à un lieu avec d'autres structures. Alors je comprends bien que votre projet là il est en cours d'écriture, et quelle piste de gouvernance vous travaillez voilà. Oui, effectivement. Là aussi, excellente question. Donc, le projet d'établissement permettra de répondre à la plupart de ces questions. Et actuellement, donc en fait, on a une directrice qui gère la MJC et la SMAC, et nous, on a notre direction des bibliothèques qui gère vraiment la bibliothèque municipale. Et au sein, donc, il y a des instances qui parfois ils se réunissent, donc eux, pour prendre les grandes décisions. Et nous, au sein d'Antipode, on a créé aussi des groupes de travail qui sont des groupes qui mêlent aussi bien des bibliothécaires que des agents qui travaillent à la SMAC ou à la MJC. On se réunit donc tous les mois, que ce soit pour parler de l'action culturelle, pour parler des projets en cours, etc., des choses à améliorer. Et donc ça permet donc que chacun ait déjà un point de vue sur le projet global, de trouver justement des vases communicants, de trouver quelque chose on pourrait mettre en commun sur tel ou tel projet. Et donc pour l'instant, on en est à nouveau, c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas apporter toutes les réponses parce qu'on en est qu'au tout début et que le projet d'établissement permettra d'avoir plus de réponses et avoir un fonctionnement plus stable. Mais pour le moment, à partir avec ces groupes de travail, ça nous permet déjà que chaque institution au sein de cet établissement ne fonctionne pas à part, mais vraiment ensemble. Même si il y a forcément des difficultés, on les rencontre au quotidien, et on essaye de les améliorer au fur et à mesure de l'avancée du projet. Merci à tous les quatre. Merci à Cyril Michaud et à Stanislas Chapelle qui avaient préparé et animé cette première table ronde. Donc on se retrouve à 14h30 à la BFM où chacun ira dans un atelier. J'invite les gens qui animent des ateliers à inviter, voire inciter, voire obliger les collègues à venir à l'Assemblée Générale de la CIM à 16h15. D'autant plus que c'est une Assemblée Générale assez importante puisqu'on va réélire un nouveau conseil d'administration. Voilà, la meilleure façon de nous remercier d'avoir organisé ce congrès, c'est de venir à l'Assemblée Générale ce soir. Voilà, et puis après il y a le beau, évidemment, et la soirée musicale et la soirée surprise. À tout à l'heure, bon appétit.